Bonsoir à tous. Ce lundi 18 mai 2020, l'actualité vue par Gabon Première, la problématique de décongestion des pompes funèbres en cette période de Covid-19 évoquée ce matin entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, les maires et les responsables de ces établissements mortuaires. Les travaux du conseil municipal d'Ovendo se sont tenus ce matin en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire, sortant notamment un budget prévisionnel de près de 4 milliards de francs CFA a donc été voté. Et puis en religion dans ce journal, Saint Jean-Paul II aurait eu 100 ans aujourd'hui. Il fut l'un des papes les plus célèbres de l'histoire de l'Église catholique. Georges Kambila revient sur son pontificat dans ce journal. Bienvenue à tous. Décongestionner les pompes funèbres en cette crise sanitaire du Covid-19, une question qui préoccupe actuellement les pouvoirs publics et c'est ce qui fait donc l'objet de la séance de travail présidée ce matin par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Prenait part à ces échanges, il y avait les maires, les différents maires d'arrondissement, mais également les responsables de ces maisons des pompes funèbres. Le point avec Henrik Bokoko sur les images de Syria Karis. Les ministres de la Santé et de la Justice, autour de leurs collègues, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, pour évoquer les questions cruciales en pleine catastrophe sanitaire liée au coronavirus, la saturation des maisons des pompes funèbres par les corps des indigents et la sécurité sanitaire des agents qui y travaillent étaient au cœur des échanges. Certains sacerdoces, nous avons décidé de faire ce métier et donc les problèmes qui y sont afférents, nous devons les régler. Mais quand on nous parle de refus, vous avez entendu tout à l'heure dans la salle la précision que nous avons apportée. Refus, non. Quand le procureur appelle, nous avons le devoir de rentrer en mouvement. Mais par exemple, quand il n'y a pas de réquisitoire, parce que parfois le procureur n'est pas là, il n'est pas sur les lieux. S'il n'y a pas de réquisitoire, à qui devons-nous adresser à la suite pour le règlement de la facture, par exemple? Afin de décongestionner ces établissements, le procureur de la République a ordonné une action publique à la mairie de Libreville. Effectivement, il y a une cinquantaine d'indigents qui devraient être inhumés. Et nous avons pris nos responsabilités en accord avec monsieur le procureur de la République. Donc, nous le ferons très rapidement. Lambert Noël Mata et ses collègues ont insisté sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle, tant au niveau des agents municipaux du service dédié qu'aux agents des pompes funèbres. S'il n'y a pas de risque de contamination, si c'est avéré, pendant X jours, X heures, pour faire en sorte que non seulement ces corps, là, ils seront conservés, et lorsque l'opération également de sortie de corps se fera, qu'il y ait moins de risques possibles, et pour vous, pour vos agents. En cette période, il est donc à craindre une collaboration entre corps décédés du Covid-19 et les non-Covid. 5 entreprises et une organisation de la société civile viennent de doter la Banque alimentaire de produits de première nécessité ainsi que des masques. Une action qui rentre bien évidemment dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Et c'est donc le ministre du Commerce, Hugues Badingamadia, qui a réceptionné les dix dons en présence de Cabrel Guilain-Lemami et de Médard Nguyen. L'élan de solidarité lancé par les plus hautes autorités du pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 se poursuit avec les entreprises Orabank, Saham Assurance, Royal Post, Orca, Huawei et Rosavac qui viennent de procéder à la remise de ces dons composés des denrées alimentaires et des bavettes médicales. Aujourd'hui, nous avons 5 entreprises et une organisation de la société civile, le Rosavac, et d'autres entreprises qui sont venues faire des dons à la Banque alimentaire pour un montant équivalent à peu près à 30 tonnes de produits. C'est plus de 30 tonnes de denrées qui viennent ainsi alimenter la Banque alimentaire au profit des couches sociales les plus vulnérables. Cet appel du chef de l'État, de jour en jour, ne fait que mobiliser le monde de l'entreprise, mais également aussi la société civile, puisqu'on le voit aujourd'hui. Donc cet appel est fait à tout le monde. Il est fait au monde de l'entreprise qui a, vous avez vu au début, répondu de manière instinctive, mais il est fait aussi à la société civile, à des personnes, des personnalités qui pourraient, si elles le souhaitent, venir contribuer à cette banque alimentaire qui a pour vocation, je le rappelle, de s'occuper de nos compatriotes qui sont en situation de fragilité. Un appel est donc lancé à toutes les autres entreprises qui jusqu'à présent n'ont pas encore réagi.
Eh bien, de nombreuses sociétés ont donc répondu à l'appel de solidarité du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Plusieurs dons composés essentiellement des denrées alimentaires ont donc été fournis à la Banque alimentaire, et cela depuis le début de cette crise sanitaire. Quel bilan à mi-parcours peut-on retenir de cet appel de solidarité du chef de l'État? Une interrogation à laquelle répond Cabrel Guilain-Lemami. Dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays, le président de la République a mis en place une banque alimentaire destinée aux couches vulnérables. L'appel du chef de l'État à la solidarité nationale a emmené plusieurs entreprises à faire des dons à cette banque alimentaire depuis le début de cette crise sanitaire. En termes de bilan, on note un écho favorable. Nous étions le dernier bilan à un nombre d'entreprises de 71. Aujourd'hui, si vous ajoutez les 5, nous sommes à 76 entreprises qui ont contribué à la banque alimentaire. Vous avez vu, il y a l'exercice de traçabilité. Quand les produits arrivent, ils sont dans les entrepôts. Il y a des volontaires sur place qui font les kits, comme vous avez pu le voir. Et ce sont ces kits-là qui sont transmis au ministère de la Solidarité pour la distribution dans les différents quartiers. On enregistre donc 76 entreprises citoyennes qui ont contribué en dons alimentaires, soit plus de 800 tonnes de produits de première nécessité reçus par la Banque alimentaire. Si on pouvait chiffrer tout ceci en termes financiers, c'est l'équivalent de un peu plus de 1 milliard de francs CFA. Donc ce sont de grosses contributions venant du monde de l'entreprise et de la société civile. Cette réactivité des donateurs qui ont permis d'alimenter la banque alimentaire reste donc à saluer. Dans ce journal, eh bien, nous recevons le directeur général de la fonction publique, M. Edouard Mfoula Mbom. Bonsoir, M. le directeur général. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec vous, nous parlerons justement de cette deuxième phase de recensement des agents publics. Une deuxième phase, pourquoi? Est-ce que la première phase a été un échec? Merci, madame, de nous donner l'opportunité à nouveau de préciser un certain nombre de choses en rapport avec le recensement. Il est déjà nécessaire de rappeler qu'au cours de l'année 2019, entre le 30 septembre et le 18 décembre, l'opération de recensement s'est déroulée sur toute étendue du territoire. Les premiers résultats intermédiaires qui ont été présentés révèlent quand même que certains agents publics n'ont pas pu satisfaire à cette exigence. C'est pour cela qu'il est intéressant qu'on leur accorde la possibilité de pouvoir venir justifier de leur absence. Ils doivent donc ceux-ci se rapprocher de leur DCRH, des secrétaires généraux, afin de se faire identifier et retirer les fiches individuelles de recensement les concernant, afin qu'ils les remplissent, comme ça a été fait au cours de la première phase, qu'ils les redéposent et un calendrier de passage leur sera indiqué au moment opportun. Il s'agit de qui exactement, ces fonctionnaires? Est-ce que c'est ceux de l'intérieur ou ceux qui étaient en voyage à l'étranger? Les raisons de des absences sont multiples. Il peut s'agir de quelqu'un qui était en congé, qui était en mission, qui a subi une mutation entre le moment où nous déployons l'intérieur et où nous déployons les brevets. Donc les raisons sont diverses et il appartient là à l'agent public de pouvoir apporter la preuve de son absence durant les phases de déploiement. Donc nous aurons un déploiement à Libreville. Les opérations ont commencé depuis le 12 avec notamment la distribution des fiches. Il s'agit donc, comme je le disais tout à l'heure, aux agents de se rapprocher de leur DCRH pour avoir un maximum d'informations. Les opérations de recensement vont se dérouler ici, plus sur un site unique, mais au niveau de l'ensemble des ministères. C'est pour cela que nous avons identifié 40 sites qui devaient pouvoir abriter l'ensemble des opérations. Alors, monsieur le directeur général, 40 sites, pour combien d'agents? Quel est le chiffre exact? Alors, les résultats intermédiaires ont montré que 11 638 agents publics n'ont pas pu se faire enrôler. Et donc, nous tenons compte de cette population pour faire en sorte qu'avec 40 kits, nous parvenons dans les délais raisonnables à pouvoir boucler l'ensemble des opérations nécessaires, sachant qu'il y a la phase de Libreville, et ensuite, en fonction des modalités que nous verrons avec le ministère de l'Intérieur, nous allons les déployer sur l'intérieur. Ceci me permet de dire que les agents publics qui sont à l'intérieur ne doivent pas se déplacer vers Libreville. Ils attendent sur place les équipes qui partiront de Libreville sur l'intérieur du pays. À partir de quand? Les modalités là seront fixées. Il s'agit pour nous d'examiner un certain nombre de conditionnalités avec le ministère de l'Intérieur pour faire en sorte qu'au moment utile, nos équipes partiront de Libreville pour l'intérieur et nous leur donnerons également l'information. Alors, monsieur le directeur général, on ne vous laisse pas sans pour autant poser des questions en ce qui concerne la titularisation, mais également les avancements pour les agents publics de l'État.
Je rappelle déjà que toutes ces dispositions sont pour l'instant gelées par un certain nombre par l'arrêté qui avait été pris par le gouvernement en 2018. Toujours est-il que nous sommes dans ces mesures-là et pour l'instant, nous ne pouvons pas y déroger. Le recrutement, il se fait pour ce qui concerne les secteurs prioritaires, notamment l'éducation nationale, la santé, l'enseignement supérieur. Nous attendons certainement les hautes instructions du gouvernement pour décider de la suite à donner. Peut-être après la deuxième phase ? Gageons que certainement les choses se passent pour le mieux et que le gouvernement donne des orientations claires en la matière. Merci encore, Monsieur le Directeur Général de la Fonction publique, d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que c'était Monsieur Édouard Foulambon, notre invité de ce soir. Vous restez avec nous, Monsieur le Directeur Général. La suite de cette édition d'information, près de 4 milliards de francs CFA, c'est donc le budget prévisionnel de la commune d'Ovendo. Il a été voté ce matin au cours des travaux du conseil municipal. Était présent donc le gouverneur sortant de la province de l'Estuaire, Wivin Ovandon, Richard Mobiwa. Je déclare ouvert les travaux de la présente session. Ainsi pouvaient démarrer les travaux du conseil ordinaire consacré au vote du budget primitif exercice 2020 de la municipalité d'Ovendo. Après plusieurs échanges et explications, au bout de 2 heures, le budget prévisionnel est ainsi voté à l'unanimité. Une enveloppe qui avoisine les 4 milliards de nos francs. Vous savez que le budget est une prévision de recettes et de dépenses. Et le budget primitif de la ville d'Ovendo qui vient être voté pour un montant de 3 milliards 912 millions, c'est une prévision. Et vous savez qu'avec la pandémie Covid-19 aujourd'hui, nous ne savons pas si nous pouvons réaliser cela, parce qu'il faut le dire. Mais le budget aujourd'hui a connu une légère augmentation, parce que de plus de 200 millions. Alors, cette répartition, il y a là l'investissement et le fonctionnement. Et en investissement, nous allons refaire l'abattoir municipal. Nous allons aussi construire le plateau sportif au lieu dit Rouget-Gabon, plus l'acquisition du terrain. Au moment où le gouvernement vient de retrocéder la gestion des ordures ménagères aux municipalités, celle de la commune d'Ovendo souhaite que l'État l'aide à supporter la note de la prestation. On espère maintenant qu'avec cette restitution, les montants seront revus à la hausse pour nous permettre de rendre nos villes plus propres. Ces assises se sont déroulées dans le respect strict des mesures barrières, port de masque, 1 mètre de distanciation, mais surtout, les 48 conseillers que compte cette municipalité ont été répartis dans 3 salles différentes. Le programme d'assainissement et de réhabilitation des voiries urbaines se déroule sereinement. Le défi pour le gouvernement est donc de moderniser les routes principales, mais également les voies secondaires dans les communes de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda, avant d'étendre justement cette opération sur l'ensemble du territoire national. 1 an et demi après donc le démarrage, le projet prend de l'ampleur et plusieurs segments dans Libreville-Ntoum sont en voie de transformation. Occasion également pour la rédaction de Gabon Première de jeter un regard sur l'évolution du dit projet à travers cette réflexion brossée par Henrik Bokoko. Le titanesque chantier de réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville avance assurément. L'opération avait été lancée le 15 novembre 2018 par l'ancien Premier ministre Emmanuel Isozengonde. Un projet qui suit son cours sous Julien Kouégué-Bécalé. C'est fort de cette réalité que le chef du gouvernement et le ministre en charge des Transports et des Travaux publics se sont rendus sur l'axe Libreville-Ntoum. Un détour qui aura permis au Premier ministre de s'imprégner de l'effectivité des travaux menés par l'entreprise adjudicataire Colas. Pour lui, le rythme est plutôt encourageant et la possibilité de parcourir ce axe en 15 minutes s'offre désormais aux usagers. Un bond en avant qui reflète la détermination du gouvernement à mener à terme ce projet. Autre pan du dit projet, les voiries urbaines de Libreville, Ovendo et Akanda, où des travaux de réhabilitation sont exécutés depuis 1 an et demi. Le constat est loin d'être satisfaisant, autant on observe des disparités dans les quartiers et grandes artères de la capitale. À certains endroits, les routes en piteux état ont connu une cure de jouvence. Pour d'autres bretelles, c'est l'option route en pavé qui est mise en avant. Ainsi, un accent particulier devrait être mis sur les routes secondaires qui, au fil du temps, se détériorent, notamment avec le ruissellement des eaux. L'opération de modernisation, d'aménagement et d'assainissement est évaluée à 65,6 milliards de francs CFA, une enveloppe
qui devrait être utilisé avec parcimonie afin d'assainir 122 voiries dans le Grand Libreville. Le projet est financé par United Kingdom Export Finance. Tout compte fait, l'espoir est grand pour les usagers des voiries urbaines qui souhaitent que le gouvernement puisse livrer ce vaste chantier en 2021, car les travaux sont prévus s'étendre sur 28 mois. Ceci étant, le Premier ministre en a fait l'une de ses priorités, d'où cette accélération de la cadence qui augure vraisemblablement des résultats probants. Les vendeuses des fruits et légumes au bout du rouleau, depuis le début de cette crise sanitaire, ces dernières n'arrivent plus à écouler leurs marchandises et font des pertes assez considérables. Le constat d'Annie Kankassa et de Gérard Mindo. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les vendeuses des fruits et légumes peinent à écouler leurs marchandises. Leurs principaux clients, les tenanciers des restaurants et cafétérias. Mais aujourd'hui, la fermeture de ces structures occasionne une véritable perte pour ces commerçantes. Les restaurants sont fermés, les gens sont confinés à la maison. Et puis, il faut fermer à 15 h. Il n'y a pas de clients. Surtout à l'heure où on ferme. C'est là où les autres aussi quittent les bureaux. Donc, forcément, on jette beaucoup à la poubelle maintenant. Ma marchandise que j'avais là, vous voyez la fanée, la table est presque vide. Ce n'est pas parce qu'il y a les clients, c'est parce qu'il y a eu des détritus que j'ai jeté la marchandise qui a pourri. J'ai jeté surtout des fruits, des légumes qui ne peuvent pas faire une semaine ou 2 jours. On est obligé de jeter. La recette n'est même plus la même. Des produits souvent jetés dans les bacs à ordures parce que devenus impropres à la consommation. Une situation qui impacte leur chiffre d'affaires. Cap à présent en province, notamment dans la province de Logo et Lolo, avec cette colère des retraités de cette province. Ces derniers n'ont pas pu être payés. Ils se sont donc rendus au gouvernorat pour se faire entendre. Des précisions avec nos reporters, notamment correspondants sur place à Koulamoutou, Dieudonné Rongou et Constant Ndamba. Dur pour les nouveaux retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale résidant dans la province de Logo-Lolo. Ces derniers ont malheureusement été invités à la patience. Et pour la plupart venant des localités reculées de la capitale provinciale de Logo-Lolo, ils ont dû battre le bitume en se rendant au gouvernorat afin de manifester leur mécontentement. C'est ce qui est écrit même en bas que vous devez bien filmer. Notez bien, les paiements de nouveaux droits de butorat dès le 18 mai 2020, selon un calendrier qui vous sera communiqué. Le calendrier, c'est celui du 18. Lorsqu'on dit par 2 fois, soit les listes ne sont pas sorties, ces 2 choses sont contraires. À la fois, c'est en cours de traitement. Vous pensez que le directeur général, lui, c'est une personne vraiment de petite moralité, d'indiquer vraiment le communiqué national dans tout le pays pour dire les gens qui sont atteints à la limite d'âge, les nouveaux pensionnés, doivent bénéficier de leurs droits. À l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale de Koulamoutou, l'annonce rendue publique depuis le 23 avril par la direction générale avait pourtant été claire. Depuis vendredi, dans l'Union, il y a eu un listing et des localités où ces personnes devaient être payées. Malheureusement pour Koulamoutou, ça n'a pas été le cas. Et Koulamoutou n'est pas la seule agence. J'ai cité entre autres Lambaréné, je cite Njolé, je cite Makokou au passage. Ceux-là également n'ont pas été payés. Donc le communiqué est clair, le communiqué dit que ces gens-là, qu'ils patientent, leurs dossiers sont en cours de traitement. Un grand homme de ce pays avait pour coutume de dire « l'argent n'aime pas le bruit », alors il serait plus que souhaitable que des solutions urgentes soient trouvées afin de soulager ces nouveaux retraités qui ont déjà du mal à s'accommoder avec leur nouveau statut. Parlons justement de ce communiqué. La CNSS informe les pensionnés, nouveaux droits retenus, qu'elle procédera au paiement des pensions du 18, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, et ce jusqu'au 20 mai 2020. Les listes sont donc disponibles dans les parutions des 15 et 16 mai 2020 du quotidien L'Union ou en appelant au numéro 1432. La suite de cette édition d'information, toujours en province, mais cette fois-ci dans la province de la Nyanga à Tchibanga, au lendemain donc de la descente sur le terrain des autorités locales pour veiller justement au respect des mesures barrières, les populations s'arriment désormais à ces mesures. Dans les rues, chacun a son masque pour éviter d'être exposé au Covid-19. Jules Daspiviga depuis Tchibanga pour le constat.
Après la descente sur le terrain des autorités locales, à Tchubanga, les populations s'arriment désormais au port du masque. Femmes, hommes et même les tout petits ont désormais pris conscience sur la gravité de cette pandémie. Pourquoi les gens n'achètent pas les bavettes à leurs enfants et pour ne pas avoir le coronavirus? Juste pour dire que toutes les mamans, tout le monde doit porter la bavette. Justement, malgré tout ce qu'ils disent que c'est de l'invention, c'est leur problème, c'est notre protection. Il faut qu'on se protège. Lorsqu'on se protège, on protège aussi la famille. Ouais, je crois oui, puisque tous les jours, si je regarde la télé, et je pense bien que c'est une maladie contagieuse. Et pour se protéger sur cette maladie, on doit rester chez nous. Éviter des contacts physiques, rester au moins 1 mètre de distance. Ils doivent porter le masque, c'est obligatoire, c'est pour se protéger eux-mêmes et protéger aussi les autres. Coronavirus, puisqu'on a demandé qu'on doit se protéger, et c'est bon, c'est pour la santé, pour tout un chacun. Non, c'est pas une invention, la maladie est là, effectivement. Donc on doit se protéger parce qu'on ne sait pas là où s'est positionnée la maladie. Évidemment, il faut la bavette par rapport aux mesures barrières prises par le gouvernement. Et ces mesures qui concernent la lutte contre la pandémie actuelle, que vous connaissez très bien, le Covid-19. Vivement que d'autres emboîtent le pas. Soutien à la lutte contre la Covid-19, la société nouvelle Gabon Mining a mis en place depuis le début de la crise sanitaire un plan de riposte globale pour protéger ses employés et soutenir les mesures gouvernementales. Nous sommes là à Franceville, le récit avec Jean Romano, Louba et Fabrice Lembumba. Entreprise engagée, citoyenne et contributive, Nouvelle Gabon Mining est mobilisée depuis plusieurs semaines dans la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Entre la prise de température à l'arrivée et au départ des villages Ondili, Alanga et Ngoumou, sensibilisation accrue des populations, désinfection des lieux publics et distribution des gels de main, cette mobilisation est marquée par une nouvelle étape avec les actions de soutien aux administrations locales. Gabon Mining a fait une sensibilisation pour la pandémie, pour que les gens essayent un peu de bien comprendre l'utilité des mesures barrières. Ça, ils le font. Ce qu'on peut demander à Gabon Mining, c'est de doubler des efforts. En parallèle, plusieurs initiatives sont conduites dans la ville, lesquelles permettent de donner un nouveau visage à la commune de Kondja. En ce qui concerne l'entretien et l'embellissement de la ville, Gabon Mining nous aide. Donc je suis sincèrement satisfait depuis mon arrivée. Déjà, il faut le dire que la mairie, dès mon arrivée, nous n'avions pas de machine. Et c'est Gabon Mining qui entretient la ville. Établie depuis 2 ans dans le département de la CB Bricolo, l'entreprise indienne, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, vient d'annoncer au cours d'une réunion avec l'élu national Mathias Otunga Osibadjouo la remise pour le compte du CIRMF d'un appareil permettant de réaliser 400 tests Covid-19 par jour. Objectif, renforcer l'action gouvernementale actuellement déployée. À ce jour, l'entreprise n'est pas touchée par cette épidémie. Le collectif des agents de Major Transport observe depuis ce matin un mouvement d'humeur au sein de leur entreprise. Ces derniers invitent leur direction générale à prendre en compte les 15 points de revendication contenus notamment dans leur cahier de charge plutôt qu'un seul point. Annie Konkassa, Gérard Miyindo pour le compte rendu. Les responsables des entreprises de transport interurbain peinent à exercer à plein régime leurs activités économiques depuis le début de cette crise sanitaire, ce qui n'est pas sans conséquence pour les salariés qui ne savent plus à quel sens se vouer puisque ne pouvant plus répondre comme il se doit à leurs charges domestiques. Ces derniers ont décidé d'observer un sitting dans les locaux de cette entreprise. Nous avons le paiement de 3 mois d'arrêt de salaire de février à avril 2020, le paiement des salaires sur bulletin de paye, la revalorisation des salaires, la régularisation de nos cotisations à la CNSS et à la CNAMJS. Nous interpellons notre direction générale à nous appeler à négocier sur les 15 points de revendication parce que aucun de nous ne voudrait voir notre entreprise sombrer ou alors voir notre entreprise fermée. Parmi les 15 points de revendication, un seul a été pris en compte par leur direction. La principale revendication qui était une revendication salariale pour les mois travaillés, c'est-à-dire le mois de février et le mois de mars, qui étaient des mois qui sont restés en suspens. Pour ces 2 mois, les solutions définitives ont été trouvées. Nous avons pu
réunir les montants correspondants et nous sommes en train de nous atteler afin que, à partir de demain, les paiements soient effectifs pour ceux qui voudraient prendre leur argent. Ce mouvement de protestation d'une durée illimitée concerne toutes les agences de Libreville de l'intérieur du pays, notamment celles d'Oyem, Bitam et de Minzik. Un mot de politique également dans ce journal, leadership du parti au pouvoir en temps épidémique. Eh bien, c'est le thème d'un séminaire organisé par le Parti démocratique gabonais et le Parti communiste chinois. Les travaux qui vont durer 4 jours se déroulent en mode visioconférence. Le compte rendu, Charles Bamondon, Michel John Boudéa. Une trentaine de participants pour réfléchir sur une thématique plus que jamais d'actualité, le leadership du parti au pouvoir en temps épidémique. Pendant 4 jours, le PDG et le PCC vont échanger sur des expériences réciproques menées par le Gabon et la Chine dans la lutte contre le coronavirus. Pékin, qui a presque réussi à circonscrire la pandémie, peut inspirer fondamentalement Libreville. Nos deux partis maintiennent toujours une très ferme volonté de renforcer nos échanges en exercice du pouvoir et de la coopération pragmatique. Le Parti démocratique gabonais, qui s'est lancé dans la bataille au lendemain du déclenchement de la pandémie, a depuis lors investi largement le terrain. Toute une panoplie d'actions pour appuyer le gouvernement et le chef de l'État. La contribution chinoise ne pourra qu'enrichir et consolider davantage la stratégie à déployer. C'est au nom de son Excellence le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président de notre parti, que le Parti démocratique gabonais se satisfait de participer à ce séminaire initié par le Parti communiste chinois. Depuis le début de cette épidémie au Gabon, la République populaire de Chine et le Parti communiste chinois ne cessent de partager avec le peuple gabonais et le Parti démocratique gabonais leur expertise en vue de lutter au mieux contre la propagation du Covid-19. Les conclusions issues de ce séminaire feront l'objet d'un rapport qui sera adressé au président Ali Bongo Ondimba. Et puis, nous vous le disions au sommaire de ce journal, l'Église catholique célèbre ce jour les 100 ans de la naissance du Saint-Pape Jean-Paul II. Pour cet événement commémoratif, eh bien, Georges Kambila et Iris Boussougou reviennent sur l'histoire de ce grand homme de l'Église catholique romaine. Pour l'Église catholique romaine, Jean-Paul II fut le représentant attitré de Jésus-Christ sur terre. Mais pour les politiques, il était Jean-Paul II, celui qui, plus que toute autre personne, aurait contribué au démantèlement du bloc soviétique avec calme et persévérance. Si les diplomates s'accordaient à penser que c'est le seul homme à avoir convaincu certains dictateurs d'opter pour plus de démocratie au monde, Jean-Paul II avait aussi concouru et bouleversé quelques 2000 ans de relations quelque peu douloureuses entre son Église et les Juifs au monde. Jean-Paul II avait également la capacité de rassembler des foules bien plus considérables que n'importe quel leader politique, mais simplement parce qu'il était un homme doué, d'un charisme impressionnant. Il était capable de parler 9 langues, notamment le français. Chacun devrait avoir aujourd'hui, plus qu'hier, sa chance de participer dignement et de façon équitable au banquet de la vie. Né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne, il a été élu le 16 octobre 1978 par les cardinaux du Vatican. Wojtyla prend à partir de ce moment le nom de Jean-Paul II et visitera quelques pays africains, notamment le Gabon, le 17 et 19 février 1982. Il est mort le 21 avril 2005, après avoir passé 26 ans au Vatican.
Un communiqué nécrologique avant de nous séparer. Denis Nkomo, journaliste à la station provinciale de Tchibanga, est décédé le 12 mai dernier dans cette même localité. Eh bien, la sortie du corps s'effectuera donc le 28 mai à Gassetka de Mula et par la suite s'effectuera également le transport de la dépouille sur Makoku. L'inhumation aura lieu le lendemain, c'est-à-dire le 29 mai 2020 à la mi-temps. Voilà, c'est la fin de cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. 23h, vous serez en compagnie de Cyril Bertrand Ngaleko. Quant à moi, je vous retrouve demain 20h, mais 13h demain chez la Mébalé. Bonne suite de programme sur Gabon Première.